Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler mode de chauffage et plus particulièrement, on va s'intéresser au chauffage au bois, chauffage à bûche pour notre habitat dans une réflexion en permaculture, notamment la prise en compte de l'humain, les aspects écologiques, les aspects autonomie, etc. On va mettre tout ça dans la balance et on va essayer de peser le pour, le contre, voir les limites, etc. D'un chauffage traditionnel à bûche tels qu'on les concevait à l'ancienne, hein, déjà, le fameux poêle à bûche, la cuisinière à bois, la cheminée, l'insert. Voilà, on va pas rentrer dans le détail de ces modes de chauffage, c'est plus avoir une réflexion globale autour de ce sujet-là. Et si j'en suis arrivé à faire cette vidéo, c'est parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont intervenus ces derniers temps et qui m'ont laissé penser que ça serait intéressant de traiter ce sujet-là. La première des choses, c'est que j'ai participé à faire mon bois de chauffage avec un ami pour l'autonomie de notre maison voilà, en chauffage. Et donc j'ai un petit retour d'expérience à ce sujet-là que je souhaitais vous partager et qui me laisse penser que finalement ce travail, cette corvée du bois, elle n'est pas forcément accessible à tout le monde et elle n'est pas très en phase avec la prise en compte de l'humain hein, dans la conception en permaculture. Je vous expliquerai pourquoi. La deuxième chose, c'est que récemment, je suis tombé sur un article de presse classique, hein, assez médiocre à mon sens comme article, et beaucoup trop réducteur de la réalité en termes d'économie d'un chauffage au bois. En gros, pour faire ça, mais on va revenir dessus aussi, c'est qu'il prenait l'exemple d'un foyer qui avait une dépense de 1 650 € avec un chauffage au fioul traditionnel et en ayant recours à une pratique ancestrale qui est un petit peu remise au goût du jour, qui est l'affouagisme, ces gens-là ont pu, ce foyer a pu réduire sa facture de chauffage à 15 € je pense, pour la saison. Donc de 1 650 € à 15 €, c'est assez spectaculaire, effectivement, comme ça sur le papier. Maintenant, c'est loin, à mon avis, loin d'être révélateur de la réalité. Et donc, c'est un petit peu ce sur quoi je voulais mettre le doigt aujourd'hui. Pour commencer, voilà, j'ai consacré 5 jours à faire du bois avec un ami, couper 60 mètres cubes de bois, hein, grosso modo, on a mis 5 jours. Et sachant que si j'avais dû le faire moi-même, ben finalement je l'aurais pas fait parce que je suis pas suffisamment équipé pour entreprendre des chantiers de cette taille-là. On avait tout simplement une parcelle à disposition, mise à disposition par un agriculteur, et dans le cadre d'une négociation, on s'est mis d'accord pour lui racheter un prix minimum du mètre cube de bois, qui est assez dérisoire, mais auquel quand même il va falloir prendre en compte tous les coûts annexes qui vont venir se greffer là-dessus, et qui laissent penser que finalement faire son bois de chauffage en permaculture, c'est pas gratuit, hein, comme plein de choses d'ailleurs. Il y a toujours quelques trucs quand même qui sont à prendre en compte et qui font monter la facture. Si bien qu'à la fin, il faut toujours essayer de peser le pour et le contre, à savoir est-ce qu'on fait les choses soi-même ou est-ce que finalement on fait passer le livreur de bois qui nous baigne des mètres cubes de bois dans le jardin, et il n'y a plus qu'à ranger ça et à enfourner le bois pour chauffer notre maison. J'exagère un petit peu quand je dis ça parce que forcément, bien sûr, il y a toujours un intérêt à faire les choses soi-même, hein, et c'est pas toujours financier, c'est aussi agréable de faire du bois, etc. Enfin bref, on apprend plein de choses. Mais surtout pour alerter les gens qui voudraient se lancer comme ça, et surtout quand on a lu un article dans la presse qui nous laisse miroiter des choses un petit peu fantastiques, on peut vite se laisser happer par ce genre de choses. Et donc, en gros, voilà, on a fait nos 60 mètres cubes de bois en 5 jours. Alors, ça paraît comme ça, on se dit, oh, bah, c'est génial, hein. Ça va assez vite finalement. Bon, ces 5 jours, on a travaillé comme des fous. Physiquement, c'est très compliqué. Ça m'est arrivé une bonne tendinite au bras. Bon, peu importe, maintenant c'est passé, mais sur le coup, voilà, c'est assez rude. Sur les 60 mètres cubes, lui en a pris une grosse partie, puisque lui, il en revend aussi par ailleurs. Moi, c'était juste pour mon autonomie, donc moi j'ai conservé 12 mètres cubes de bois, ce qui me permet d'avoir une visibilité sur 3-4 ans, hein, selon notre consommation. Voilà. Je sais que j'ai pas à me préoccuper de ça, du coup, sur cette période. C'est quelque chose qui est fait. Et sachant que chez moi, j'ai pas la ressource pour être vraiment autonome, enfin du moins, on est vraiment sur la ligne rouge, hein, en termes d'autonomie, bah, j'ai préféré
saisir l'occasion et m'appuyer sur son expérience humaine et technique, parce que il faut savoir que mon ami qui m'a filé un coup de main, il est bien équipé, hein. Il a un tracteur qui va bien, des élingues, bref, du matériel lourd de manutention pour adapter, pour faire du bois dans des bonnes conditions. Voilà. Parce que quand on est sur la prise en compte de l'humain en permaculture, finalement la corvée de bois, c'est pas on va dire que c'est pas la tâche la plus à même de prendre soin de l'humain, dans le sens où déjà physiquement c'est compliqué, c'est très physique. Deuxièmement, le risque quand on fait du bois, il est toujours présent, hein. Il y a toujours des risques d'accident, hein, que ce soit avec les tronçonneuses, les chutes d'arbres, les câbles, bref, tout le matériel agricole, ou tout simplement se faire une cheville ou un genou dans le bois. Donc c'est pas une activité, qui est dénuée de tout danger. Ça, faut bien le prendre en compte aussi. L'usure physique, et donc je me dis que potentiellement quelque chose que là j'ai fait en 5 jours, à 50 ou 60 ans, il me faudra beaucoup plus de temps pour le faire. Est-ce que j'aurai toujours envie de le faire, la capacité de le faire à cet âge-là? Voilà, c'est des questions. On sait qu'on va avancer dans l'âge, hein, et les choses elles vont pas se faire de la même manière que maintenant. Et ça, c'est la même réflexion qu'on peut avoir dans le jardinage, hein. On est beaucoup plus efficace à mon sens à 30 ans qu'à 50 ans ou 60, mais même si l'expérience est là après pour pallier une certaine efficacité, finalement, les histoires physiques, on sait qu'on va être plutôt limité au plus on avance dans le temps. Donc voilà, ça c'était les choses à prendre en compte dans la réflexion et dans les aspects physiques et la prise en compte de l'humain. Pour ce qui est des choses financières relatives à l'autonomie, réduire sa facture d'électricité, réduire sa facture de chauffage, pardon, sa facture énergétique. Finalement, bien sûr que quand on va faire les choses soi-même, on va réduire la facture. Mais avant de se lancer dans un truc comme ça, sans savoir où on va, il va falloir se poser tout un tas de questions, c'est-à-dire à combien je vais devoir retailler mon bois, comment je vais le sortir de la forêt, comment je vais l'acheminer chez moi, avec quels moyens, en combien de fois, quand, parce que là on a une période très pluvieuse, il n'y a plus moyen de sortir quoi que ce soit du bois, donc ça veut dire qu'il fallait aussi cibler des créneaux bien précis pour s'organiser, pour le sortir rapido et l'amener à sa destination. Une fois que le bois est sorti, nous on l'a amené chez mon ami, et le boulot n'est pas fini puisqu'on l'a amené en tronçon de 4 mètres, donc il reste encore tout le travail de tronçonnage, voire voire de refendre le bois aussi pour les gros tronçons. Donc vous voyez qu'au-delà des 5 jours de travail, il y a encore tout un travail derrière pour l'entreposer, etc., pour le refendre, le rescier à la bonne dimension. Et juste pour vous livrer quelques informations, donc nous on a un petit poêle à bois qui prend des bûches de 30 à 40 cm, hein, qui est donné pour une puissance de 4 à 7 kW pour notre habitation. Donc on est largement suffisant en termes de puissance par rapport à notre habitat qui est plutôt bien isolé. Mais pour autant, ça nous demande un effort supplémentaire qui est de retailler chaque bois à 30 cm, hein. Ça demande beaucoup plus de boulot quand même. Et donc ça c'est à prendre en compte. Et quand je vous parlais que notre habitat est bien isolé, à mon avis, c'est aussi une réflexion à prendre en compte quand on conçoit son mode de chauffage. C'est pas partir bille en tête sur le mode de chauffage sans avoir pris soin d'avoir une réflexion sur l'isolation finalement, puisque l'isolation, quand on va la faire, en général on va avoir des bénéfices sur plusieurs années, hein, 10, 15, 30 ans, j'en sais rien, peu importe le rythme à laquelle va se dégrader l'isolation, mais en gros les effets ils sont directs et sur le long terme. Alors que le bois, lui, si vous misez tout sur le mode de chauffage mais que vous n'avez pas isolé votre maison, chaque année il faut en refaire, et chaque année il faudra faire la même quantité de bois. Et donc c'est de l'énergie perdue assez bêtement. Voilà, un autre point à mentionner important, c'est à mon sens en gros le confort que vous souhaitez dans l'habitation, et en gros le confort, le nombre d'habitants, le nombre de pièces à chauffer, tout ça c'est à mettre dans la balance.
Et en gros, au plus on va demander un confort et au plus on va devoir produire du bois pour chauffer notre habitation. Je vous apprends rien, mais c'est aussi pour faire un petit parallèle avec ce qui se faisait avant. On se dit oui, les anciens ils le faisaient, leur bois de chauffage, ils faisaient avec les outils traditionnels, ils n'étaient pas équipés comme nous et ça se faisait bien. Voilà. Donc nous, avec nos outils, avec notre tronçonneuse, forcément, c'est les doigts dans le nez, on va y arriver. Oui, sauf qu'on oublie aussi de dire que les besoins en chauffage, le confort qu'avaient nos anciens, à mon sens, il n'est pas du tout le même que ce qu'on souhaite maintenant pour un foyer. J'ai des personnes âgées, moi, qui me racontaient, par exemple, que quand ils dormaient dans la chambre à coucher, le matin, ils se réveillaient, ils avaient la gelée sous le nez. Donc on peut s'interroger sur savoir à combien ils avaient la consigne de température dans leur habitation, dans la chambre à coucher. Ça se trouve, on était aux alentours des 5 degrés, voire si même on a de la gelée, potentiellement ça gelait. Et même, il y en a certains qui nous disaient qu'ils avaient de la glace dans les éviers. Donc même dans la pièce principale, finalement, la maison était peut-être tout juste hors gel. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, le chauffage, il était utilisé avant tout pour faire tourner le fourneau, la cuisinière à bois, pour la cuisine. Ça permettait de chauffer la maison à ce moment-là, mais hormis ça, peut-être qu'on entretenait juste le feu et on tenait notre maison hors gel avec une température qui évoluait entre, je sais pas moi, peut-être 5 et 15 degrés. Là, je parle dans le vent, j'en sais rien et je pense que pas grand monde est capable de le dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est loin des températures qu'un foyer maintenant souhaite voir dans son logement. Et donc forcément, ça va nous demander de faire beaucoup plus de bois si on veut atteindre un niveau de confort assez raisonnable. Et donc il ne faut pas comparer la situation ancienne à maintenant. Effectivement, on est bien plus outillé, mais encore une fois, les outils ne font pas tout. Et à un moment, il va falloir se mettre au boulot aussi. Et donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte si on ne souhaite pas consacrer tout son hiver à faire uniquement du bois de chauffage. C'est ça aussi la permaculture, l'autonomie, l'envie de faire les choses soi-même, la récup, l'agricole, c'est que ça prend du temps. Et souvent, en fait, on n'a pas un planning qui nous permet de réaliser l'ensemble de tout ce qu'on voudrait faire. Et donc, on essaye aussi de s'alléger en réfléchissant en amont pour voir comment on va s'épargner certaines tâches. Et donc, c'est un petit peu l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Pour en revenir à cette histoire de la pratique de l'affouagisme, donc l'affouagisme, c'était une pratique ancestrale. En partenariat avec l'ONF, finalement, des gens avaient accès à des coupes de bois où on supprimait les jeunes arbres en vue de laisser les plus gros se développer dans un objectif probablement commercial. Hein. Les gros sujets sont sûrement des plus beaux spécimens valorisables et finalement, pour les accès à la lumière, on va supprimer les jeunes arbres. Et donc ceux-là, ils sont mis à disposition d'une association, une association d'affouagistes ou des communes éventuellement, et qui se font le relais ensuite avec les particuliers pour venir bénéficier de ce bois, moyennant une petite cotisation qui ne va pas chercher bien loin effectivement. Et donc c'est cet article qui nous disait qu'on pouvait faire des grandes économies grâce à ces pratiques-là. Encore une fois, attention, puisque pour tous les points qu'on a évoqués auparavant, c'est pas si simple que ça, hormis en plus de cette petite cotisation que vous allez devoir verser à la commune ou à l'association d'affouagistes. Finalement, il y a tous les à côté, la manutention, les aspects usure physique, l'usure humaine, le risque d'accident, la manutention du bois, l'équipement, hein, voilà, l'équipement pour faire son bois. Et donc c'est loin d'être si évident que l'article semblait nous le laisser penser. Je voulais aussi évoquer les différentes choses qu'on voit en permaculture, qui sont souvent, donc on est toujours dans cette logique de faire les choses soi-même, et donc on voit des choses qui sortent de l'ordinaire, on va dire des moyens de chauffage ancestraux tels que la cuisinière à bois, le poêle à bois, la cheminée classique, etc. On voit des rocket stoves, des poêles dragons, des choses faites maison. Et oui, pourquoi pas, toujours dans un but artistique, etc. De là, en faire un mode de chauffage principal, et chacun voit en fonction de ses compétences s'il est capable de se lancer dans cette démarche-là.
À mon sens, ce que faisaient les anciens bois était très bien étudié. On fait l'objet de... c'était une industrie qui était organisée pour ça et ils ont fait leurs preuves, hein, même si les rendements sont pas très très bons. Globalement, on a des systèmes qui sont aboutis, qui fonctionnent bien et qui étaient faits pour durer, hein. C'est la grosse différence avec les choses que l'on trouve maintenant bourrées d'électronique. Donc on est sur des choses qui sont assez simples de fonctionnement, avec potentiellement pas un très bon rendement et pas une très bonne régulation, c'est-à-dire que ça va vous imposer, vous, d'y être et de suivre un petit peu comment ça se passe, réduire le tirage, l'ouvrir, etc. C'est moins automatique que quand on appuie sur le bouton et on a la régulation qui se fait, mais c'est peut-être aussi moins source de panne. Personnellement, moi, si j'avais quelque chose à préconiser, à recommander en permaculture, et ben, ça serait finalement la cuisinière à bois, qui est à mon sens l'outil multifonction de nos anciens, qui est abordable, efficace, pas cher, voilà, abordable et efficace, et assez polyvalent, puisque dans la mesure où vous allez faire la cuisine, vous allez pouvoir faire votre chauffage central, éventuellement coupler ça à un plancher chauffant, à des murs chauffants, et chauffer la pièce où se situe finalement la cuisinière à bois, bénéficier d'eau chaude, des fois aussi elles font eau chaude, on a le bouilleur pour le chauffage central, chauffer votre ballon d'eau chaude, bref c'est des outils hyper polyvalents. Finalement pour moi c'est vraiment l'outil du permaculteur et qui est la solution de facilité si on n'est pas capable de concevoir un poêle à bois soi-même. Voilà. Après il y a tout plein d'autres choses, hein, qui gravitent autour de ça, les poêles de masse, il y a des associations qui vous accompagnent pour faire des poêles de masse, c'est très intéressant en termes d'inertie. On voit des choses, hein, qui sont faites par des gens avec de la terre crue, des murs chauffants, des fauteuils, des banquettes pour accumuler de l'énergie avec les conduits qui circulent dans ce mobilier. Enfin bref, il y a des choses très bien faites, mais à mon sens, vraiment la solution de facilité, si on veut pas trop perdre de temps, c'est vraiment les cuisinières à bois. Il y a une manne là-dessus, il suffit de taper sur le bon coin, il y en a plein de partout, parfois ils s'en donnent. Moyennant un enlèvement, et ce qui n'est pas toujours facile puisque c'est des outils qui pèsent facilement plusieurs centaines de kilos, donc voilà, mais une fois ce problème réglé, finalement on a un outil à disposition assez robuste et qui est fait pour durer dans le temps malgré qu'ils aient traversé les âges. On peut avoir des choses complètement encore opérationnelles. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire à ce sujet-là. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'idéaliser le chauffage au bois. Forcément, dans une réflexion en permaculture, on s'interroge toujours sur qu'est-ce qu'on a à disposition à côté de chez nous, voire même chez nous, hein, sur notre parcelle. Le bois est la ressource idéale immédiatement disponible. Donc il est certain que c'est pas une mauvaise chose de se tourner vers cette solution-là quand on a la matière disponible, hein, et bien souvent en milieu rural aussi, il est très facile de trouver des accès à des coupes, hein, voilà, ou du bois de chauffage. C'est pas la disponibilité de la ressource, c'est pas vraiment le problème, c'est plutôt tous les à côté. Et surtout alerter sur le fait que pour pas consacrer tout son hiver à faire du bois de chauffage, il est intéressant quand même d'avoir une réflexion globale sur tous les points que je vous ai évoqués. Voilà, pour conclure, pour pas focaliser uniquement sur l'histoire du chauffage au bois, on pourrait évoquer finalement les autres moyens de chauffage qui s'offrent à nous en permaculture, et finalement on voit qu'on est assez limité, puisque quand on vise cette histoire d'autonomie, on va être restreint à d'autres énergies alternatives, mais il n'y en a pas 50 000 finalement. Ça va être l'énergie du soleil qui va nous permettre de chauffer. Mais des longues périodes comme ça en hiver, où nous ça fait par exemple 15 jours, on a très très peu d'ensoleillement, ben là on va être coincé. Donc finalement le solaire ça va être une solution, alors que ce soit le solaire thermique ou le solaire photovoltaïque, ça sera plutôt finalement une solution d'appoint, peut-être éventuellement pour l'eau chaude sanitaire, et ça pose d'autant plus de questions derrière quant à ces énergies pseudo-renouvelables. Donc voilà, c'est des sujets qu'on pourra étudier, mais on rentre encore dans d'autres réflexions, et donc finalement,
quand on veut être autonome en chauffage, en mode de chauffage, on n'a pas 36 alternatives. Du point de vue du gaz, on ne l'est pas, hein, on n'a pas d'installation vraiment qui pourrait permettre cela. Et le solaire, comme je vous disais, voilà, on serait surtout sur des solutions d'appoint. Tout ce qui est système de puits canadien, on est sur des appoints aussi. On ne peut pas définir un mode de chauffage qui soit basé que là-dessus. Et après, ben, certains se tourneront carrément vers la maison passive, quoi. Enfin, donc on met le gros paquet sur l'isolation. Financièrement, c'est un gros budget isolation. On ne va pas forcément rentrer dans le détail aujourd'hui, mais je ne pense pas que ça soit accessible à tous aussi. Il y a certainement des compromis finalement à trouver là-dedans. Voilà, c'était un petit peu les choses que je souhaitais évoquer avec vous autour du chauffage au bois. Donc attention avant d'idéaliser la chose, n'hésitez pas à avoir une réflexion sur le sujet parce que faire son bois de chauffage, ça reste malgré tout un gros boulot. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour un autre sujet. Salut!